Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, le premier thème dont je voulais vous parler, c'est les infections bactériennes communautaires de la peau. La dernière recommandation remontait à l'an 2000. Donc, il était temps d'en faire une nouvelle. C'est chose faite depuis le début d'année et c'est une recommandation de la Société française d'infectieux et de l'HAS. Et en gros, je vais vous la faire un peu court, j'ai essayé de vous synthétiser les choses. Il faut retenir 2 germes, 4 molécules. Donc 2 germes, 4 molécules. Les 2 germes, ce sont le streptocoque et le staphylocoque. Globalement, ce sont ces 2 germes-là qu'il faut retenir. Le streptocoque est sensible à l'amoxicilline, donc une molécule, l'amoxicilline. Pour ce qui est du staphylocoque, en ville, vous êtes face à des staphs méties globalement et pas des staphs métières. Il y a 3 molécules à retenir. L'augmentin, l'amoxicilline acide clavulanique pour l'enfant et pour l'adulte, la clindamycine et la pristinamycine. Clindamycine 600 mg x 3, s'ils font plus de 100 kg, 600 mg x 4. Et pour la pristinamycine, 1 g x 3. Donc voilà ce qu'il faut vraiment, les éléments essentiels dont on va parler. Je vous posais la question de la durée maximale d'antibiothérapie dans le cadre d'une infection cutanée communautaire. Vous avez globalement bien répondu, vous avez hésité entre 5, 7 et 10, mais effectivement, on est dans cette fourchette-là. Et ce qui est dit clairement dans cette recommandation, c'est qu'on ne dépasse pas 7 jours. On peut faire 5 jours pour certaines indications, mais le message principal, c'est qu'on ne dépasse pas 7 jours. Et bien sûr, c'est un traitement péros. Je vous ai fait un schéma assez simplifié pour vous expliquer. En gros, vous avez 3 blocs de maladies, les rhizipèdes non compliqués, la dermohypodermite. Quand c'est un adulte, vous êtes face à un streptocoque, vous donnez de l'amoxicilline. Quand c'est un enfant, il peut y avoir en supplément le staphylocoque aureus méties, donc vous donnez de l'amoxicilline acide clavulanique. Quand vous avez un abcès cutané, un furon compliqué, un furon non compliqué, on ne traite pas, ou un impétigo plutôt chez l'enfant, et ben vous êtes face à un staphylocoque, et là, on retrouve les 3 molécules, clindamycine, pristinamycine, amoxicilline, acide clavulanique, selon que ce soit un adulte ou un enfant. La clindamycine et la pristinamycine sont des molécules qu'on peut pas donner aux enfants, parce qu'il n'y a pas de forme en suspension, parce que je crois que c'est pas pas en dessous de 6 ans. Et enfin, les morsures, là on est dans un autre cadre parce que souvent c'est plurimicrobien et vous avez généralement 5 germes. Vous retrouvez le streptocoque, vous retrouvez le staphylocoque, mais vous pouvez avoir des anaérobies et vous pouvez avoir des pastorelles. Et généralement, la première antibiothérapie, c'est l'amoxicilline acide clavulanique. Donc si on se répète, 2 germes, 4 molécules, streptocoque, staphylocoque, amoxicilline acide clavulanique, pristinamycine, clindamycine. Ok ? Deuxième sujet, les thromboses veineuses proximales. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois. Je reviens un petit peu sur le sujet parce que globalement avant, au-delà d'un certain délai d'anticoagulation hors thrombophilie, cancer actif dont on va parler, on arrêtait l'anticoagulation et maintenant, dans certaines populations, on discute de l'arrêt en fonction de la balance bénéfice-risque, du risque de récidive d'un côté et du risque hémorragique de l'autre. Et donc, je vais vous parler d'une étude qui va nous aider à évaluer ce risque de récidive. Donc, la population, c'est un premier épisode de thrombose veineuse non provoquée. On est hors du cancer actif, hors de l'alitement, hors de la chirurgie, hors de la grossesse, hors de la prise d'œstrogène ou d'une immobilisation du membre inférieur. Et après ce délai d'antibiothérapie qui peut aller de 6 semaines pour les distales, pour les thromboses distales, 3 à 6 mois pour les thromboses proximales ou l'embolie pulmonaire, on évalue le risque de récidive, on évalue le risque hémorragique et on fait une balance et à la fin, on décide ou non de poursuivre l'anticoagulation. Et à mon avis, vous avez tout votre rôle là-dedans puisque c'est vous qui voyez le plus les patients. C'est vous qui voyez le plus les patients et vous êtes donc à même de savoir s'il y a un risque de chute, vous êtes à même de savoir s'ils prennent bien leur traitement, etc., etc. Alors, l'article, donc la question était celle-là. Quel est pour vous, à 1 an, le risque de récidive quand on a eu un événement thromboembolique non provoqué? Vous avez répondu de façon... vous êtes à 40% à avoir dit que vous ne saviez pas. Donc, globalement, je pense que cette présentation va être utile. Je vais la faire un peu de façon synthétique parce que les tableaux étaient assez lourds à la fois à présenter. Donc, globalement, le chiffre,
C'était une méta-analyse qui reprenait 18 études. Je crois qu'il y avait 8000 patients regroupés dans ces études. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que 10%, il y a le risque de récidive à 1 an est de 10%. Et puis après, il s'ajoute, et donc vous pouvez être de 15% à 2 ans, de 25% à 5 ans. Et ce risque, et c'est là qu'il me semble, ça, c'est un élément aussi important, il est majoré si vous êtes un homme, si vous avez fait une thrombose proximale ou une embolie pulmonaire. Et il tombe à 1,9% à 1 an si vous avez fait une thrombose distale. Donc du coup, là, il faut vraiment un fort risque de récidive, sachant qu'il est très faible là, pour continuer l'anticoagulation après une thrombose distale. C'est un élément important à prendre en compte. Enfin, je vous posais une question sur le chocolat. Ma question était, manger du chocolat noir chasse-t-il réellement les idées noires? C'est une vraie étude. Vous répondez tous oui, donc voilà, on est tous nos propres patients dans ces cas-là. Alors, il faut que je sois tout à fait honnête. D'habitude, j'ai pas de conflit d'intérêt ou pas du tout, mais alors là, j'en ai un gros. Parce que quand vos collègues vous offrent le poids de votre enfant en chocolat noir, c'est que généralement, vous avez un petit problème avec le chocolat. Toujours est-il que j'ai essayé d'être objectif sur cette étude. Voilà. Non, juste à la naissance. J'ai essayé, mais... C'était une bonne idée, ça, j'aurais dû leur demander. Et donc, c'était une étude américaine, faite autour de 13 000 patients, avec un questionnaire. C'est une étude sur la santé des Américains, et dedans, il y avait un questionnaire sur leur consommation de chocolat, et également un questionnaire sur une échelle de dépression. Et puis, ils ont corrélé les deux et regardé si les patients qui mangeaient le plus de chocolat avaient moins de signes dépressifs. Et après, parmi ceux qui mangeaient le plus de chocolat, ceux qui mangeaient le plus de chocolat noir avaient-ils également moins de signes dépressifs? Et globalement, ce qu'on constate, c'est que ceux qui mangent du chocolat, qu'il soit noir, au lait ou blanc, il n'y a pas globalement moins de signes dépressifs. En revanche, ceux qui consomment spécifiquement du chocolat noir, ils ont moins de signes dépressifs. Donc voilà, on le sentait. Donc, en 3 points, très rapidement, infection cutanée, 7 jours, risque de récidive, 10% à 1 an, et bien sûr, manger du chocolat noir chasse les idées noires. J'ai failli vous faire une fausse ordonnance en vous prescrivant un carré de chocolat noir matin, midi et soir, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout.